Good evening, viewers. You're welcome on tonight's primetime bilingual newscast tonight, 12th of May 2022. Our top stories: a cause is yet to be established as to the reason for the plane crash of the Cameroon Oil Transportation Company prior to its landing at 2:30. The aircraft took off at 12 noon but disappeared from radar barely an hour after takeoff. Our reporter takes us through yesterday's sad event and more. Plus, in education, pedagogic inspectors have a difficult assessment of the academic year as the school year was perturbed by the strike action by teachers. Will the back and forth dragging, pitting tutors and government cause a lapse in the academic year? Details in the following minutes. Hello once more, you're welcome on tonight's primetime bilingual newscast, which will begin in the French language with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal Crash de l'aéronef de la Cameroon Oil Transportation Company. Quelles sont les dernières nouvelles? Au lendemain du drame, Olivier Bouzigueux revient ici sur les précisions de l'État. Selon les dernières informations qui nous sont parvenues du ministère des Transports, aucun des 11 passagers de l'aéronef n'a survécu au crash. Même si les opérations de sauvetage se poursuivent, des questions fusent déjà sur les causes de cet accident mortel. C'est à 12h44 que l'avion a décollé de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen pour la station de pompage numéro 2 à Domta, région du Nord, selon le communiqué du directeur général de la Cameroon Oil Transportation Company, à qui l'aéronef avait été affrété. L'appareil avait à bord 9 passagers et 2 membres de l'équipage. Son arrivée à destination était estimée à 14h34. Sauf que le dernier contact avec la tour de contrôle de l'aéroport international de Yaoundé est intervenu autour de 13h07, soit moins d'une heure après son décollage. L'alerte est tout de suite donnée. Les recherches aériennes et terrestres démarrent. C'est aux environs de 18h dans la soirée du 11 mai que l'avion est finalement localisé, écrasé dans une forêt de la commune de Bibé, département de la Haute-Sanaga, région du centre, à quelques 150 km au nord-est de Yaoundé, tel que précise le ministère dans un communiqué. Un premier bilan rendu public le même jour faisait état de 9 morts sur le carreau. Ce 12 mai, des sources ministérielles informent qu'aucun passager n'a survécu au crash. L'appareil était en effet affrété par la CODCO, une société chargée de la maintenance et de l'entretien du pipeline entre le Cameroun et le Tchad voisin. La dernière catastrophe aérienne au Cameroun remonte à la nuit du 4 au 5 mai 2007. 114 passagers, dont 34 Camerounais, avaient perdu la vie suite au crash d'un Boeing 737-800 de la compagnie Kenyan Airways reliant Douala à Abidjan. L'avion s'était écrasé en mer peu de temps après son décollage de l'aéroport de la capitale économique camerounaise sous une immense tempête. Les caméras, bien qu'interdites, nos reporters sont rendus ce 12 mai 2022 au siège de la Cameroon Oil Transportation Company. Ambiance extrêmement lourde. Si aucun employé ne s'est exprimé face à nos caméras, un communiqué a cependant été remis à l'équipe de Spectrum Télévision. Vu et entendu avec Léla Renganz. Entrée Codco, ce matin du 12 mai 10h15. Pas de place pour se garer sur le parking. Occupé par les véhicules des employés, nous souffle une petite voix discrète. Quand nous prenons le portillon qui mène au bureau, un arrêt obligatoire nous a imposé à la guérite de l'entreprise, où pas moins de 4 vigiles nous reçoivent. Présentation faite et l'objet de notre visite déclinée, il nous est demandé d'attendre les personnes habilitées à nous donner des informations sur le drame qui a frappé cette entreprise ce 11 mai, où 11 personnes ont perdu la vie à bord d'un aéronef. Et donc, pendant que nous attendons, les vigiles, une femme et 3 hommes, échangent sur ce qui s'est passé et le caractère inimaginable de cet événement. Dans son téléphone, la dame présente des images de sa galerie. Là, on reconnaît un collègue. Là, on s'apitoie sur le sort de ses enfants, de son épouse. Et dans ces échanges empreints de tristesse et de désolation, un nom revient sans cesse, Rudolph. Question, il était aussi dans l'avion là? Réponse, oui, sa femme était même ici ce matin. Autre question,
Mais est-ce qu'il était encore ici à Douala? Réponse, non, on l'avait envoyé ailleurs depuis. Intervient une cinquième personne vêtue d'une combinaison orange, peut-être un chauffeur. Et celui-ci d'affirmer, j'ai toujours dit que je préfère prendre la route avec la voiture. Les avions, Anodémidé, ajoute-t-il en pidgin, une langue locale pour exprimer son désamour d'avec les avions. Ensuite arrive une délégation de 5 personnes, 4 femmes, habillées négligemment et visiblement éprouvées. Le seul homme du groupe fait savoir aux vigiles qu'ils sont des proches de Rudolf. Badge et cache-nez leur seront donnés, puis invitation à passer la porte qui mène au bureau. Moins de 2 minutes plus tard, une femme d'âge mûr, accompagnée d'un jeune homme, arrive, d'autres proches de Rudolf. Le processus sera le même que pour la première délégation. Arrivent enfin 2 employés de la structure, Ferdinand Ngoa et une dame. Ils nous font savoir qu'il est impossible de filmer, mais que l'entreprise, la Cameroon Oil Transportation Company, a émis un communiqué de presse. Signé de Xavier Folk, le directeur général, le communiqué fait savoir au public qu'à la suite du constat de disparition de cet aéronef dans l'après-midi du 11 mai, des moyens aériens et terrestres ont été déployés avec le concours des autorités pour sa recherche. L'aéronef a été localisé dans la zone forestière de l'arrondissement de Bibé, dans la Haute-Sanaga, région du Centre. Le communiqué signé à 9h ce 12 mai poursuit. Des moyens terrestres font actuellement route vers le site de localisation pour porter secours à ses occupants. On rappelle, l'avion a décollé de l'aéroport de Yaoundé-Simalène à 12h44 le 11 mai pour la station de pompage numéro 2 à Domta, dans la région du Nord. Il transportait 9 passagers et 2 membres de l'équipage. Et à votre suite, Léla Renganze, le directeur général de CODCO, informe le public que l'épave de l'avion affrété pour le transport du personnel vers les sites opérationnels et dont l'entreprise a perdu le contact hier a été retrouvée en zone forestière dans l'arrondissement de Bibé, département de la Haute-Sanaga, ce 12 mai 2022. Les équipes d'intervention au sol ont atteint le lieu de l'incident et n'ont malheureusement identifié aucun survivant pour le moment. L'avion transportait 9 passagers et 2 membres de l'équipage. CODCO se concentre actuellement entièrement sur le sauvetage et reste en contact étroit avec les familles des victimes. L'entreprise ainsi que ses partenaires et les autorités participant aux opérations au sol recueillent également autant d'informations que possible sur l'incident. Le directeur général est d'ailleurs en route pour le lieu de l'accident. CODCO est extrêmement attristé par cet événement tragique et adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes dont il partage la peine et la douleur. Parlons de toute autre chose. À présent, les étudiants du cycle licence professionnelle en gestion des ressources humaines de l'Université de Douala ont reçu leurs effets académiques. La cérémonie de ce 12 mai 2022 leur ouvre les portes de l'entreprise pour des stages de 3 mois. Inès Pangan. La cérémonie de ce 12 mai 2022 ouvre les portes du monde professionnel aux apprenants en ressources humaines de l'Université de Douala. Après 9 mois de cours théoriques, dispensés en majorité par des gestionnaires de ressources humaines exerçant dans des sociétés, ces étudiants vont passer 3 mois de stage en entreprise. Il est question maintenant de joindre l'utile à l'agréable, donc d'aller confronter les enseignements théoriques à la pratique du terrain, à ce qui apparaît dans le jargon des sciences sociales comme la dynamique empirique, donc l'expérience du terrain. Donc je crois qu'ils sont moulés à cet effet puisque 60% des enseignants viennent des entreprises, donc ils ont une idée de ce qui les attend et c'est pourquoi dans le calibrage de l'emploi de temps, ils auront donc 3 à 4 mois pour se frotter à la réalité du terrain, pour se mouler. Et comme dirait quelqu'un, 1000 fois sur le métier, ils remettront dans leur ouvrage. Pour les responsables de ce programme, les établissements publics offrent les meilleures conditions d'apprentissage au Cameroun. Nos structures ont besoin des employés de qualité, formés à la bonne école, édifiés sur les défis réels qui permettent de résorber à la fois les besoins physiologiques, les besoins d'estime, les besoins d'accomplissement, comme nous disait Maslow. Donc il s'agit en fait de gestionnaires des ressources humaines accomplis pour la perfection, l'épanouissement intégral de l'homme. La remise des effets académiques de l'année 2021-2022 concerne les étudiants du cycle licence professionnelle en gestion des ressources humaines.
Bon à savoir, la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala propose aussi cette formation professionnelle en cycle master. Dans quelques jours, les examens officiels vont démarrer dans les 10 régions du Cameroun. Difficile que les évaluations de cette année soient objectives selon les inspecteurs pédagogiques à cause de la grève des enseignants. Grève qu'il faut le rappeler a eu plusieurs conséquences sur le programme scolaire. Makedali Djinyoutio. La grève des enseignants à travers le mouvement On a trop supporté OTS a fortement perturbé le programme scolaire cette année. Nous avons enregistré un retard sur le processus enseignement-apprentissage. Et ce qui fait que maintenant nous devons, n'est-ce pas, choisir, nous devons, n'est-ce pas, mettre sur pied un certain nombre de stratégies pour, n'est-ce pas, faire les exercices des séances de remédiation. Bon, nos évaluations ne peuvent pas être objectives, quel que soit le cas. Parce que nous allons nous soumettre, mais n'importe comment, ça a perdu beaucoup de temps. Et rattraper le temps, ce n'est pas facile. Exemple de conséquences pour les enseignants, ils ne peuvent pas couvrir le programme. Déjà. Bon, et les enfants ne seront pas formés de manière intégrante, de manière générale. Pour tenter de pallier à cette situation, les enseignants proposent quelques stratégies. Nous citerons entre autres comme stratégie, n'est-ce pas, la multiplication des exercices d'application en fonction, n'est-ce pas, des difficultés des uns et des autres, n'est-ce pas, la sensibilisation des parents pour le suivi, parce que le suivi ne se fait pas seulement à l'école, le suivi se fait aussi au niveau des parents. Parce qu'une fois les apprenants à la maison, il faut qu'ils soient, n'est-ce pas, suivis. Le travail doit être continuel. C'est-à-dire ce qui se fait à l'école doit être suivi au niveau de la maison. À la veille du début des examens officiels, ces enseignants espèrent également que les parents pourront leur permettre de donner cours à leurs enfants le week-end, en l'occurrence le samedi. In education, the decision coming from the desk of the Ministry of Secondary Education Minister to permit pregnant students attend classes till 26 weeks of pregnancy has been well received by parents here in the city of Douala. And Newsroom took interest and sampled the opinions of parents, and their responses are with Catherine Kone. Some parents in the city of Douala have saluted the Secondary Education Minister's decision to allow pregnant students to continue their studies. For me, I salute her decision because sending the child back to the quarters can be traumatizing to her. So it's okay for her to be followed up in school. C'est une bonne décision. Je trouve ça normal. Ils doivent continuer le corps. C'est pas une maladie. Pregnancy is not an illness and will never be. Everybody has gone through it, especially young girls. So the decision is normal. But now we just need to continue sensitizing the young girls and make sure after a while she is allowed to go back home and prepare for childbirth. We should also see how to limit the increasing rate of pregnancy among youths. Ça va toujours exister. Mais il faut seulement trouver les voies et moyens pour essayer de limiter ce genre de situation. La décision du ministre, ça a été vraiment une décision bien prise. Parce que I appreciate the minister's decision because in those days when a child gets pregnant, while in school she is sent back home immediately. So now, if a pregnant student is allowed to continue her education even after childbirth, then it's a good move. On peut lui donner un congé de maternité et revenir pour continuer ses études. C'est une décision vraiment très très bonne. Madame le ministre de l'enseignement secondaire, très bien. The minister's decision is okay because, in my opinion, sending a child out of school because of pregnancy is just to frustrate her, because when she will be seeing her mates in school, it will be traumatizing. So the decision is okay. Et tout ça, ça va frustrer l'enfant. Au contraire, comme Madame le ministre a pris comme décision de rester. It should be recalled that Minister Nalova Liunga recently ordered that pregnant students should be allowed to continue their studies until 26 weeks after pregnancy. This also applies to the father if he is a student. Teachers on their part have been threatened to face disciplinary measures if responsible for a student's pregnancy.
Take you to the Meme Division, where first aid volunteers of Red Cross in Meme Division are now ready and equipped with knowledge to deliver first aid assistance to persons in need. The volunteers successfully continued their end-of-course examination, both in theory and practice. The training that was carried out in 21 days was 40% theoretical and 60% practical. The practical aspect involved aspects such as bandage of the head, summary examination, natural immobilization, amongst other things. The training course was aimed at establishing first aid volunteers in each home in order to stand a better chance in handling crisis situations and granting assistance in order for the battlefield, especially with the ongoing socio-political crisis in the region. More of this excerpt in the following minutes. Yeah, first aid has a lot to do when crisis situations are. We have a lot of practicals there that we are doing since it's a conflict situation, especially when I went to do studies in advanced first aid. That has to do a lot about conflict area like this. You realize that most people die during conflict, whereas they were not supposed to die if first aid was there. And that is why we are saying that if each home can have an FAV, it's going to go a long way to minimize the effect if people are affected. Now, when crises like this are concerned, we teach them how to stop bleeding, which is one of the situations that people in crisis used to face, especially the combatants that are facing or population that might be caught either by a stray bullet. When they know how to stop bleeding, they will at least reduce the amount of blood that would have come out from their body while they are rushing them to the hospital. Page, drought has displaced hundreds and thousands of families and forced more than 600,000 Ethiopian children out of school. Details with the VOA. This may look like fun and games, but these children are developing the skills and confidence they need to transition back to the classroom. More than 900,000 families have been displaced by the ongoing drought that has wiped out livelihoods for both herders and farmers. These children are among those who were forced to leave home. This, due to the different psychological, trauma as a result of the displacement, drought, death of a livestock, and then so we had to set up a place where children can come, at least play, and then have some fun, and then just forget what's going around their family, around their household. The effort has helped displaced children like Ahmed get excited about their education. I saw children my age learning. I asked my parents to let me join school. They brought me here, and I am now at this level in grade 5. Baseline education standards are poor in parts of Ethiopia, particularly in rural and remote communities. According to the United Nations Children's Fund, UNICEF, over 60% of primary school students aren't achieving pass rates high enough to succeed at higher levels of education. This means that only 54% of children make it past the 8th grade. UNICEF officials say that's why reducing disruptions to schooling is so crucial. Because if they lose 1 or 2 school years, they will never go back to school. Because it's the issue, when you are 14 and you have to sit with people that are 11 years old or 12, you don't feel comfortable, and the family is poor, so they don't see really a reason to push for that. So the impact is dramatic. One of the incentives being offered is school feeding programs. But Save the Children had to stop offering meals to children at this school late last year because funding was not renewed. With malnutrition rising because of drought, the organization is trying to provide high-nutrition biscuits here to keep children from falling ill. In the meantime, they try other ways to urge parents to enroll their children. We have shown the mother school children who have excelled in education and used such examples to raise awareness on the importance of education. The chance to get an education they wouldn't otherwise have in the remote rural communities can lead to a very different life from their pastoralist families. And that's what 16-year-old Noor hopes for. I would only be a pastoralist living in a jungle. I would like to learn and then to teach to help my parents.
With more families flooding into displacement camps every week, classrooms are increasingly overcrowded. Educators say a permanent school will need to be built for the long run. Linda Giftash for VOA News, Gode, Ethiopia. It is on that note that we draw the curtains on tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Oriane. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.